Catch me howling at the moon. Education. I don't really have an explanation. So I found a new game to play. Thought I told you to stay away, but I see you're here anyway. So yeah, guess you're welcome to overstay. Just don't build up your expectations. It's not a good time to test my patience. And don't get in these situations, 'cause you're chasing a hurricane. Such a shame.
have my own destination, and you're staring at the wrong direction. I'm not looking for your confirmation, 'cause you're chasing the hurricane, taking my name in vain. My God, it's such a shame, 'cause you got yourself into this. It says enter at your own risk. No, your name is on my list, and you say you're not gonna take part in this mind play. Well, that's just the kind of price that you gotta pay. Said you have to go, but now you kinda wanna stay. Kinda wanna stay, 'cause you're chasing the hurricane, taking my name in vain. My God, it's such a shame. It's such a shame, 'cause you got yourself into this. It says enter at your own risk. No, your name is on my list, and the end of the world at the palm of my hand. When it all goes to hell, will you still be my friend? My face to the sea and my back to the land. And if you can't come with me, I'll understand. I'll understand. Can we meet in the dark? We don't have to say much, and if you have to go, have to go. If we didn't know what we know, the end of the world at the palm of my hand. When it all goes to hell, will you still be my friend? My face to the sea and my back's to the land. And if you can't come with me, I'll understand. Can we meet in the dark? We don't have to say much, and if you have to go, have to go. Let you go, let you go. Let you go, let you go. If we didn't know what we know, 'cause when you travel light, some things are left behind. The end of the world at the palm of my hand. When it all goes to hell, will you still be my friend? My face to the sea and my back to the land. If you can't come with me, I'll understand. Bonjour à tous, je me trouve aux côtés de Caroline Landois, coordinatrice EMAS, et nous, au nom des organismes compétents EMAS, SPW Environnement, Vlaanderen Omgeving et Bruxelles Environnement, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette journée des parties intéressées par EMAS.
Cette journée est organisée cette année par la Wallonie dans un contexte un petit peu particulier. Nous avons dû nous adapter à la situation actuelle, mais nous sommes ravis de vous avoir avec nous, même derrière votre écran, puisque la journée se déroulera sous la forme de 3 webinaires. Le défi auquel nos organisations sont confrontées aujourd'hui est le suivant. Comment pouvons-nous surmonter la crise Covid et en même temps atteindre les objectifs centraux en matière d'environnement et de durabilité ? Quelles mesures permettent aux entreprises de gérer la durabilité d'une manière plus résiliente et dans quelles conditions les entreprises peuvent-elles contribuer à une transformation socio-écologique ? Entre la relance économique et le Green Deal européen, une des pistes pour la gestion durable des entreprises, c'est EMAS. Comme vous le savez, EMAS est l'instrument de premier choix pour garantir la performance, la crédibilité et la transparence d'une organisation en matière environnementale. Il s'agit d'un système de management environnemental et d'audit européen qui fête cette année son 25e anniversaire. Ce système permet d'évaluer, d'améliorer et de rendre compte de la politique environnementale d'une organisation. Il reprend toutes les exigences de la norme ISO 14001, tout en allant un cran plus loin puisque les organisations qui s'y soumettent doivent en plus démontrer le respect de la législation, l'amélioration de leurs résultats environnementaux, l'implication du personnel et la publication d'une déclaration environnementale annuelle. Actuellement, la Belgique compte 65 organismes enregistrés EMAS, dont 37 sont wallons, 20 sont bruxellois et 8 sont flamands. Au total, 747 sites sont couverts par un enregistrement EMAS en Belgique. À l'échelle de l'Europe, on compte 3 652 organisations engagées dans le référentiel EMAS et 12 515 sites. Le fil conducteur de cette journée, c'est le Pacte vert européen pour l'Europe. Pour répondre aux défis actuels, l'Europe met en place une nouvelle stratégie orientée vers une économie moderne, compétitive et efficace dans l'utilisation des ressources dont les émissions nettes de gaz à effet de serre sont devenues nulles en 2050, où la croissance sera dissociée de l'utilisation des ressources et où personne ni aucun endroit ne seront laissés de côté. Ce pacte vert propose un plan d'action destiné à promouvoir l'utilisation efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire, à restaurer la biodiversité et à réduire la pollution. Bien sûr, les organisations engagées dans un système de management environnemental tel qu'EMAS ou ISO 14001 n'ont pas attendu ce pacte vert ou la crise Covid pour passer à l'action. Nous verrons ensemble comment elles peuvent contribuer au pilier circularité, mobilité et biodiversité du pacte vert européen. Je vous invite à poser vos questions via le chat tout au long de ce webinaire et nous les poserons aux orateurs. C'est le pilier circularité qui nous intéresse à présent. Comment les organisations engagées dans une démarche de management environnemental peuvent-elles contribuer à l'économie circulaire ? Je vous propose d'accueillir Marcel Van Meesch, représentant le EMAS Helpdesk, qui va nous fixer le cadre en nous rappelant ce qu'est l'économie circulaire. Quels sont ces enjeux et comment les systèmes de management environnemental peuvent y contribuer ? Merci. Bonjour. Le mot préféré. Donc, je suis en effet directeur de 21 Solutions, qui est partenaire du consortium européen qui gère le EMAS Helpdesk. Certains d'entre vous ont déjà vu dans d'autres journées EMAS ou m'ont déjà vu en tant qu'accompagnateur et consultant. Alors, le défi de ma présentation, c'est de montrer un petit peu comment des organismes EMAS ont déjà fait le pas de la circularité et n'ont pas attendu le Green Deal européen pour s'engager concrètement dans l'économie circulaire. Un petit mot sur 21 Solutions aussi. Nous sommes un bureau de conseil d'une douzaine de personnes à Bruxelles, mais nous travaillons aussi en région wallonne et en région flamande et un tout petit peu à l'international. Nous venons d'être labellisés entreprise écodynamique 3 étoiles, donc le fameux label bruxellois, et nous en sommes très fiers. Le prochain pas sera peut-être EMAS. Nous faisons différents accompagnements et différents trajets en entreprise et auprès des pouvoirs publics sur la gestion environnementale et circulaire. Nous avons depuis plusieurs années travaillé aussi sur l'économie circulaire, que ce soit dans le cadre de l'EMAS Helpdesk. On a publié des brochures, on a géré des événements et on a mis en évidence toute une série d'expériences très pratico-pratiques que je vais maintenant vous montrer.
et qui sont aussi téléchargeables soit sur le site EMAS, soit sur le site de 21 Solutions. Tout d'abord, il y a déjà 5 ans, j'ai fait une première estimation, une première expérience sur, voilà, regardez un petit peu sur base des 7 axes de l'économie circulaire comme développé à l'époque par l'ADEME, c'était en 2015 ou 2016. Donc le recyclage, la réutilisation, l'éco-conception, l'écologie industrielle, l'économie de la fonctionnalité, le réemploi et la réparation. Et j'ai été chercher dans le registre EMAS, donc des entreprises enregistrées par l'EMAS en Europe. Donc on a, pour rappel, plus de 4000 entreprises enregistrées. J'ai été regarder quelles entreprises faisaient déjà concrètement de l'économie circulaire selon l'un des 7 axes, voire 2 ou 3 axes à la fois. Et j'en ai trouvé plein, de Froggy jusqu'à Wiesmann, d'Herbigum, que vous entendrez tout à l'heure aussi, jusqu'Oxfam, Ricoh, etc., etc. Donc il y avait déjà une série d'entreprises qui s'étaient concrètement engagées dans l'économie circulaire à l'époque. Depuis lors, je vais vous montrer maintenant ici dans ma présentation comment, garant d'un système de management environnemental tel qu'EMAS ou l'ISO 14001, vous pouvez concrètement mettre en place une économie plus circulaire en entreprise. Et je vais passer du postulat d'une série de parties du système de management environnemental, qui soit ISO 14001 ou EMAS, et qui vont vous mettre en tant que gestionnaire de votre entreprise en posture vers plus de circularité. Donc, d'une part, vous le savez tous, l'EMAS et l'ISO 14001 vous demandent de rester très attentif au contexte et aux enjeux. Donc, une entreprise wallonne, par exemple, devrait rester attentive au changement de contexte, à l'évolution de contexte et s'intéresser, on en parlera tout à l'heure, au Green Deal sur les achats circulaires. D'autres entreprises bruxelloises pourront s'intéresser au programme régional en économie circulaire. La cartographie des flux, donc toute entreprise engagée dans un système de management environnemental doit cartographier ses flux entrants et sortants, et c'est une bonne opportunité pour aller plus loin sur les flux liés aux produits et aux services qu'elle propose. Les parties prenantes, donc ses clients, ses fournisseurs, vous devez être attentif aux attentes de vos parties prenantes. La chaîne de valeur, donc l'ISO 14001, l'EMAS, vous demande d'être attentif et de travailler à réduire les impacts environnementaux de l'ensemble de votre chaîne de valeur et de travailler avec vos fournisseurs, sous-traitants et vos clients. Et enfin, l'amélioration des performances environnementales de vos produits et services. L'amélioration continue. Et alors, dernière chose, on vous positionne aussi à être très attentif à la gestion des risques et des opportunités, et des risques et opportunités en matière d'environnement principalement. Alors ces risques environnementaux et ces opportunités, on peut les adresser sous l'angle de l'économie circulaire. L'économie circulaire, je ne vais pas rentrer en détail sur tous ces principes, mais permet de proposer des produits plus durables, plus pérennes, plus durables dans le temps, qui sont éco-conçus, qui peuvent être réparés, etc. Ça permet de gérer, du coup, si on adopte une politique en matière d'économie circulaire, de gérer et de mieux anticiper des risques d'augmentation des prix des matières premières, des risques d'augmentation des prix liés à la gestion des déchets, ou la raréfaction des ressources naturelles. Et ça permet de dégager et d'anticiper aussi toute une série d'opportunités, comme la réduction des coûts plus opérationnels de l'entreprise, d'augmenter votre compétitivité et de renforcer les relations avec vos clients
et avec toutes les parties prenantes de votre chaîne de valeur. Je vais maintenant faire référence à une série d'exemples et je m'inspire pour structurer cela sur le guide publié par la Fondation Ellen MacArthur. D'une part, je vais prendre un exemple sur les flux, un deuxième sur l'innovation, un troisième sur l'implication des parties prenantes, un quatrième sur les messages à apporter, les messages cohérents, et puis sur l'amélioration continue. D'une part, sur les flux, donc, voilà, un système de management environnemental vous demande de cartographier vos flux de matière. Vous pouvez les cartographier aussi sur tout le cycle de vie de vos produits. Derbigum est un as en la matière sur ça. Et la présentation de tout à l'heure sera là. Donc je n'ai pas repris l'exemple de Derbigum. J'ai repris l'exemple des chaudières Viessmann. Donc Viessmann est enregistré EMAS depuis 24 ans. Et depuis le début, ils ont éco-conçu leurs chaudières avec des matériaux recyclés. Et ils effectuent un marquage de chacun des composants pour qu'ils soient facilement remplaçables. Les chaudières sont aussi reprises depuis 25 ans maintenant. 90% des chaudières et des boilers sont recyclés et retournés. Et ils ont ainsi réduit de 30% la consommation d'acier par chaudière. Deuxième chose, travailler sur les business models plus innovants, donc être à l'écoute des besoins des utilisateurs et des parties prenantes. Là, je prendrai l'exemple très connu de PMC, une entreprise flamande. J'aurais pu reprendre Viessmann pour une deuxième fois, parce que Viessmann réfléchit maintenant à ne plus vendre de chaudière, mais à vendre du confort et de la chaleur. Donc, ils resteraient propriétaires de leur chaudière. Ici, PMC Holding, qui est un holding composé d'une entreprise de déménagement de meubles, une entreprise d'entreposage et récemment une entreprise de fabrication de mobilier quasi neuf issu de matériaux entièrement réutilisés. PMC est passé d'une activité de déménagement de bureaux vers une activité d'entreposage temporaire de mobilier. Et pour diminuer leur empreinte écologique, ils sont passés maintenant aussi à toute une gamme de services vertueux qui vont de la création et de l'aménagement d'espaces de bureaux vers la transformation, le déménagement, l'entretien de ce mobilier et la gestion du mobilier sur du long terme. Donc on est vraiment dans un business model intégré et circulaire. Petit exemple, la région flamande a travaillé avec PMC et NOF sur un contrat cadre maintenant qui a permis pour le déménagement de l'administration flamande de 2018 d'économiser 50 tonnes d'émissions de CO2 par rapport à l'achat de nouveaux mobiliers. Donc 98% du mobilier ancien a été réutilisé et fait l'objet de nouveaux mobiliers. Un troisième exemple, c'est l'entreprise suédoise Björkmans qui a travaillé avec ses clients, ses employés, ses partenaires. Donc c'est une entreprise qui est enregistrée EMAS depuis 21 ans, pionnière dans le domaine de la location de tapis de sol. Ils ont d'une part travaillé sur des produits de tapis de sol durables dans le temps, donc qui durent plus de 10 ans, et d'autre part développé un système d'entretien et de lavage très très innovant qui permet de réduire de 90% la consommation d'eau. Et vu que leurs produits durent très longtemps, leur relation clientèle et leur relation avec leurs fournisseurs durent aussi beaucoup plus longtemps. Et les clients et les fournisseurs sont impliqués dans la recherche et développement. Ils ont aussi développé un message très fort, un récit très fort pour vendre
l'économie circulaire et leur performance environnementale, ce qui est des fois très technique et très compliqué. Donc ils ont tout intégré dans leur solution EcoSmart. Dernière chose, c'est d'une part le calcul de l'impact réel de ce que vous faites et de la posture en amélioration continue. Donc beaucoup d'entreprises font des partenariats avec des universités pour analyser en continu le cycle de vie de leurs produits et trouver de nouvelles opportunités encore d'amélioration. Pour aller plus loin, je vous propose d'aller télécharger la brochure qui contient tous ces exemples-là et encore bien d'autres. Il y a aussi une mini checklist pour voir un petit peu votre niveau de circularité. Et alors, dans quelques années maintenant, l'ISO va sortir une norme aussi de système de management de la circularité. Donc, restez bien attentifs. Merci. Merci beaucoup Marcel Van Meij pour cette intervention et toutes ces précisions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en français of in het Nederlands. On les reçoit et on y répond en temps réel. Je vous propose, il y a une petite question qui arrive. Alors, il n'y a pas de question pour le moment. Eh bien non, en fait. Mais donc du coup, je vous propose de découvrir concrètement comment une organisation EMAS s'est engagée dans des actions circulaires. Derbigum est une entreprise wallonne enregistrée EMAS et ISO 14001 depuis 1998. Cette organisation EMAS est exemplaire au niveau de la circularité, notamment parce que Derbigum récupère les membranes bitumeuses issues de la production de déchets de coupe sur chantier ou directement liés à la démolition des bâtiments, afin d'en faire une matière secondaire qui est réintroduite dans la chaîne de production. Je cède donc la parole à Michel Gettlichermann de chez Derbigum. Bonjour à tous. Donc, je représente la société Derbigum en tant que Sustainability Manager. Et donc, on a déjà bien parlé de Derbigum dans la présentation précédente, mais je vais faire quelques mots sur Derbigum. Il faut savoir que c'est une compagnie qui est quand même 100% belge, qu'on a plus de 85 ans d'expérience, qu'on a à peu près 350 personnes qui travaillent pour Derbigum au niveau mondial, 2 sites de production qui sont tous basés en Belgique. On a 10 organismes de vente, on a plus de 200 millions de bâtiments dans le monde qui contiennent, dont la toiture est en Derbigum, et on a 40 000 toitures qui sont couvertes avec du Derbigum chaque année. Et il faut savoir aussi que Derbigum a plus de 10 000 toitures qui ont plus de 40 ans. Alors, Derbigum, quelques mots. Derbigum, je pense, est connu de la plupart d'entre vous. C'est un producteur de membranes d'étanchéité bitumineuse, donc, qui est reconnu, évidemment, comme étant un produit durable, avec une durée de vie qui est estimée à plus de 40 ans, plus de 45 ans maintenant. Alors maintenant, je vais vraiment revenir à notre processus d'économie circulaire. Alors, la phrase qui est reliée à notre processus d'économie circulaire, c'est « No roof to waste ». Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, No roof to waste, ce processus, il a démarré il y a plus de 25 ans. 25 ans, c'est le début des années 90, c'est pour vous dire qu'on ne parlait pas encore nécessairement d'économie circulaire, de recyclage, on était à ses balbutiements. Eh bien, quelque part, nous, on s'est lancé, la société s'est lancée dans ce processus. Alors, il faut savoir que notre unité de recyclage est intégrée à notre unité de production, qu'on recycle tout aussi bien les déchets de production de la société, qu'on recycle aussi les déchets d'application. Donc, dès que vous appliquez sur une toiture du Derbigum, il y a en général du déchet, il y a des découpes. Eh bien, ce déchet, on le récupère. Et aussi, on récupère les membranes en fin de vie, ce qu'on appelle le post-consumer waste. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais peut-être un peu plus détailler ce processus d'économie circulaire. Lorsqu'on traite ce produit, on en ressort une matière première qu'on a appelée le derbitumen.
Alors le derbitumen, c'est une matière première qu'on peut réincorporer finalement dans notre production de membranes nouvelles sans altérer la performance des membranes. Donc c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une membrane qui contient cette matière première et qui a les performances équivalentes à un produit qui ne contiendrait pas cette matière première. Donc ça c'est quelque chose d'important. On est vraiment dans un processus d'économie circulaire totale, sans perte de qualité. Alors globalement, quand on recycle, notre technologie nous permet de recycler 1 kg de membrane d'étanchéité redevient 1 kg de matière première, donc on ne génère pas de déchets liés au traitement. Et d'autre part, lorsqu'on fait ce traitement, eh bien, quelque part, c'est un traitement qui a moins d'impact environnemental que la production d'un bitume vierge. Par tonne de derbitumen qu'on a produit, on évite 500 kg de CO2 et 1400 litres de pétrole. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Lorsque vous avez une technologie de recyclage, évidemment, il ne faut pas qu'il ait plus d'impact que la production d'un produit vierge. Ou sinon, ça n'a pas de sens. Alors, si je prends maintenant le dessin à droite où on parle de l'économie circulaire, bien voilà, donc on a une récupération de nos déchets de production, des déchets de coupe. Alors, comment ça fonctionne la collecte en fait, des déchets d'application, des déchets de coupe au niveau belge et au niveau hollandais? Pour l'instant, donc en Belgique, nos produits sont vendus via la distribution, donc les distributeurs de matériaux de construction. Et vous allez retrouver dans la plupart de ces centres de distribution, vous allez retrouver à l'extérieur un big bag d'Herbigum Recycling. C'est-à-dire que les applicateurs, lorsqu'ils viennent acheter le matin ou en fin de journée les rouleaux qu'ils ont besoin pour le lendemain ou pour la journée, eh bien, quelque part, ils amènent le déchet de la journée et ils le mettent dans ce big bag. Une fois que le big bag est plein, eh bien, quelque part, comme il y a une rotation, on vient constamment, logistiquement, remettre du nouveau produit au niveau de la distribution, eh bien, le big bag rempli, on le reprend et on remet un nouveau big bag qui est vide. Cela nous permet finalement de récupérer le big bag et d'avoir un cercle vertueux. Au niveau du déchet de démolition, là, on a, disons, déjà pas mal de toitures qui ont été démontées. Donc, un exemple que je n'ai pas repris ici dans la présentation, c'est qu'on a fait Opel-Anvers récemment. Alors, en Opel-Anvers, c'était 210 000 m² et on a récupéré finalement 3000 tonnes de membranes bitumineuses qu'on va recycler sur une période de 1 an et demi. Alors, 3000 tonnes en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si on prend ça en unité fonctionnelle, c'est-à-dire l'unité fonctionnelle, c'est le mètre carré de toiture, eh bien, ça représente plus ou moins 1 million de mètres carrés. Alors, pour les spécialistes de football, c'est 140 terrains de football. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce derbitumen? Eh bien, quelque part, comme je l'ai dit, on va au bout du bout, c'est-à-dire qu'on a un cercle vraiment vertueux, c'est-à-dire qu'on le met dans des nouvelles membranes qu'on appelle le Derbigum NT. Alors, le Derbigum NT contient donc ce derbitumen, mais il contient aussi des armatures comme le voile de verre, qui est partiellement composé de verre recyclé. Il contient aussi un non-tissé de polyester, une armature non-tissée de polyester pour les performances mécaniques, qui est aussi composée partiellement de polyester recyclé. Et on a aussi un des polymères qui est du polypropylène qui est recyclé. Alors, qu'est-ce qu'on offre aussi sur les toitures d'Herbigum? C'est qu'on offre en fait un certificat de reprise. Donc, on s'engage en fin de vie, pour les gens qui ont mis une toiture en Herbigum, à récupérer cette toiture en fin de vie. Évidemment, la toiture, c'est au-delà de 1500 m². Alors, ce qu'on réalise aussi, c'est qu'on implique évidemment l'ensemble de notre personnel est impliqué dans ce processus d'économie circulaire, mais aussi, on s'adresse aussi aux applicateurs agréés qui appliquent le Derbigum tous les jours, et quelque part, 500 de ces applicateurs agréés se sont engagés dans notre programme No Roof to Waste, c'est-à-dire ils se sont engagés à récupérer les déchets de pose et à les envoyer chez Derbigum. Donc, quelque part, on essaye d'impliquer aussi l'ensemble des parties prenantes de Derbigum à ce processus No Roof to Waste. Je veux juste terminer aussi par quelques petites références. Des références, en fait, pour dire que la toiture plate,
c'est une toiture en fait qui demande plus. Il y a l'exigence, c'est plus que de l'étanchéité. Ok, on peut parler de l'aspect écologique, mais aussi de l'aspect fonctionnalité. Alors, on a différents exemples où le Derbigum a été appliqué. Vous avez ici la ferme urbaine à Anderlecht, où le Derbigum a été mis en étanchéité. Alors, la référence au centre, c'est une usine d'incinération à Copenhague, où la toiture, en fait, est en pente et où il y a une piste de ski artificielle. Donc, Derbigum a fait l'étanchéité de la toiture. Alors, la photo qui se trouve, l'avant-dernière photo, en fait, les toitures plates peuvent être aussi des toitures fonctionnelles en termes de terrain de sport. Par exemple, ici, on a fait le décathlon à Namur, et sur la toiture, ils ont mis un terrain de sport. Et autre part, une toiture plate, ça peut être aussi une toiture, je dirais, de divertissement. Donc voilà, ceci termine ma présentation au niveau de Derbigum. Donc allez-y, on réalise tous vos rêves, en tout cas, Derbigum réalise tous vos rêves, et en plus, on le fait de façon écologique. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Michel Gatli-Sherman, pour cette intervention. On a une petite question pour vous déjà. Oui. Donc, comment fait Derbigum avec leur Big Bag de chez leur fournisseur pour être sûr de n'avoir que du Derbigum dans le Big Bag? Alors je dirais, comme je vous dis, c'est 25 ans d'expérience. Donc les Big Bags qui reviennent de chez nos distributeurs, il n'y a pas nécessairement toujours que des membranes Derbigum. Mais il y a dans l'ensemble toujours des membranes d'étanchéité bitumineuses. Notre technologie nous permet de recycler 100% des membranes bitumineuses. Pas nécessairement rien que le Derbigum, mais tout type de membrane bitumineuse, on est capable de le recycler. Donc c'est vrai que dans ces Big Bags, on va retrouver des membranes qui peuvent venir de nos concurrents. Merci. Alors, in het Nederlands zijn er templates beschikbaar. Il y a donc sans doute aussi des templates qui sont disponibles pour finalement montrer les flux. Et donc peut-être que quelqu'un peut répondre à cette question, quelqu'un de la Flandre. Oui, bien sûr, je peux vous montrer le flux de matériaux. Ça peut se faire au niveau économique, au niveau de l'entreprise, mais je pense qu'il est important avant tout de savoir quelles sont les opportunités pour nos entreprises pour avoir des améliorations dans le cadre de l'économie circulaire. Je travaille aussi pour Vito et là, nous avons déjà fait un certain nombre d'analyses à la ville de Gand, par exemple. Nous avons également fait cela et donc il y a plusieurs flux de matériaux qui existent au sein de la ville et donc il y a un certain nombre de conclusions qui ont été tirées. Nous essayons de prioriser nos actions au niveau de l'entreprise. Il y a plusieurs outils qui sont à notre disposition. Le Material Flow Assessment est un de ces outils, mais il y a également d'autres outils, bien sûr. Donc, vous pouvez très certainement nous contacter et on peut vous aider, on peut vous accompagner pour chercher des templates ou bien également faire des analyses plus approfondies sans aucun souci. Merci. C'est tout pour les questions pour l'instant. N'hésitez pas à réagir. Nos experts sont là pour répondre à toutes vos questions. Bien, nous rejoignons donc à présent notre table ronde d'experts régionaux. Ils ont répondu présent pour présenter les outils concrets disponibles dans chaque région pour les organisations qui souhaitent agir en matière de circularité. Je vous prie d'accueillir Lara Otiat, Green Deal Achat Circulaire, Direction Développement Durable, SBW, Marcel Van Meij, 21 Solutions, partenaire B Circular, et Philippe Marinissen, Circular Economy, Vito et Vlaanderen Circulaire. Caroline Dandois est également à nos côtés, donc coordinatrice EMAS pour le SPW. Donc, on a différentes questions, pareil, en français et en néerlandais. Donc la première, d'après vous, quel est l'enjeu principal au niveau économie circulaire pour la région wallonne bruxelloise? Que peuvent faire les entreprises dans ce cadre? Peut-être pour la région wallonne, d'abord. Donc je pense que, en tout cas pour le moment, l'enjeu principal en région wallonne, la statut de la région wallonne est un peu différent par rapport à la région bruxelloise ou la région flamande, dans le sens où on n'avait pas encore de stratégie officielle en économie circulaire, alors qu'il y a le PREC à Bruxelles depuis quand même pas mal d'années, et en Flandre, vous êtes actifs aussi depuis quand même longtemps.
Donc on ne part pas du tout d'une page blanche, il y a pas mal d'initiatives qui avaient déjà lieu, mais ce qui manquait, c'est vraiment une mobilisation, une dynamique de l'ensemble des parties prenantes, autant publiques que des entreprises. Et donc je pense que c'est vraiment un enjeu essentiel à mettre en place maintenant. C'est ce qu'on essaye de faire avec les travaux en cours, donc de créer vraiment cette dynamique qui rassemblera autant les pouvoirs publics, la région, les UAP, les pouvoirs locaux, que toutes les entreprises. Donc ça, je pense, c'est un enjeu. Alors pour les entreprises, ce que je pourrais dire, c'est essayer de rejoindre la dynamique. Rejoindre la dynamique et notamment, là, les travaux sont encore en cours pour la stratégie, donc vous pouvez réagir dessus. Donc ça, franchement, je vous engage à participer à la consultation publique et à donner votre avis. Comme ça, notre stratégie, même si on a vraiment une approche participative, elle le sera autant que possible avec aussi toutes les entreprises et pas que les fédérations et des professeurs et des professeurs d'université, etc. Voilà. On peut peut-être préciser que la réaction par rapport à la stratégie, elle est possible sur Internet jusque fin du mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Non, juste encore une semaine. Ah, juste encore une semaine. Donc il est vraiment temps de réagir si vous avez des idées, des suggestions à ce propos. Et toutes les infos se trouvent évidemment sur le site Économie circulaire de la Wallonie. Sur Bruxelles. Peut-être sur Bruxelles. Donc sur Bruxelles, on a fait un programme régional d'économie circulaire qui a été signé en 2016 par plusieurs ministres, donc ministre de l'Environnement, mais aussi ministre de l'économie à l'époque. Et ce programme fait l'objet d'un catalogue de 111 mesures qui sont collectivement mises en œuvre par plusieurs administrations, donc des administrations de l'économie, de l'emploi, de l'environnement. On a ici, à la fin, après 4 années de programme, et on a des chiffres quand même très intéressants à vous montrer. Ce programme, depuis le début, était co-construit avec l'ensemble de l'écosystème des acteurs bruxellois, donc les fédérations d'entreprises, des entrepreneurs, des associations, des organismes de formation. Et à chaque avancement ou chaque travail sur l'une des mesures du programme, des ateliers très spécifiques ont été faits pour, par exemple, lever les barrières juridiques à l'économie plus circulaire, trouver des nouvelles opportunités dans certains secteurs. Le programme est mixte, donc il est hybride, il vise tant une approche sectorielle sur les secteurs de la construction, des ressources déchets, de la logistique, tant une approche plus transversale sur la formation, sur le VV des barrières juridiques, sur les aides économiques, soit directes, soit indirectes, sur les marchés publics, etc. etc. Je reviendrai après sur des chiffres précis, sinon... Quel est le défi le plus important pour la Flandre dans le cadre de l'économie circulaire et qu'est-ce que les entreprises peuvent faire dans ce cadre? Eh bien, oui, on peut faire un petit peu de tout, mais en tant qu'entreprise, je pense qu'il est important de se faire informer et de se laisser inspirer aussi. C'est un premier pas à faire. Il est important aussi de réunir les 3 éléments parce que nous voulons bien entendu que l'offre des différentes régions soit connue par toutes les personnes. Donc, je peux tout d'abord vous donner quelques recommandations. Donc, il faut très certainement consulter les sites Internet des 3 organisations qui sont présentes ici, mais s'informer, donc c'est quelque chose de très important. Et en ce faisant, bien entendu, vous pouvez économiser pas mal de temps parce que vous pouvez voir ce qui existe, quelles sont les différentes actions qui existent, quelle est l'offre aussi. Et chaque entreprise est différente, bien sûr. Chaque entreprise a d'autres besoins. Chaque entreprise a d'autres ambitions et dans d'autres niveaux de développement, a d'autres bases financières, difficultés aussi pour mettre en place un certain nombre de choses quelquefois aussi. Donc, il est très important de regarder quelle est la meilleure des offres pour chaque entreprise en question. Et donc, en fait, il vaut mieux donc prendre contact avec nous contacter si vous avez des questions concrètes. D'ailleurs, il y a aussi pas mal d'exemples inspirants que vous trouvez au site Internet de l'organisation. Mais j'ai également entendu donc cet exemple de Derbigum. Et donc, je pense en effet que ce sont de beaux exemples qui peuvent nous aider et qui peuvent vous montrer aussi ce que vous pouvez faire en tant qu'entreprise et comment est-ce que vous pouvez éventuellement développer tout cela et convertir cela dans votre propre contexte.
Donc, s'informer, se laisser inspirer également. L'analyse, bien sûr, est aussi très importante. Donc, Material Flow Assessment, c'est le fait de montrer quelles sont les opportunités pour une entreprise bien spécifique. Il est important de savoir ce que vous êtes en train de faire, quels sont les matériaux que vous utilisez dans votre entreprise, dans votre chaîne de valeur aussi. Et puis, vous devez aussi assurer des actions de suivi. Mais ce qui est surtout très important, c'est que vous devez collaborer. Et donc, ce n'est pas seulement au niveau du secteur public, mais également au sein des entreprises. Donc, à l'intérieur des entreprises, parce que l'économie circulaire ne peut se faire seule. Il faut toujours le faire en partenariat avec d'autres. Et c'est donc absolument indispensable pour franchir des étapes. Ce n'est pas évident, bien sûr. La collaboration demande aussi une certaine confiance. Cela demande aussi une expérimentation. Et donc, de là aussi qu'en Flandre et en Wallonie, nous essayons de mettre en place des espaces d'expérimentation, d'expérience aussi pour pouvoir découvrir un certain nombre de nouveautés. Et ça peut aussi créer un lien de confiance. Mais donc, cette collaboration est réellement essentielle pour progresser en Belgique, en Flandre, en Wallonie, partout au niveau international pour arriver à cette économie circulaire. Quels sont les programmes que vous avez pour aider ces entreprises, pour miser sur la circularité? Eh bien, il y a toute une série de possibilités qui existent. Je ne peux pas tous vous les citer. Et donc, c'est pour cela que je voudrais vous renvoyer à un certain nombre d'éléments. Les Green Deal, par exemple, donc le pacte vert, c'est aussi un espace d'expérience, si vous voulez, lié à un certain thème. Donc, vous pouvez donc y avoir accès, y accéder en tant qu'entreprise et vous pouvez travailler ensemble, entrer en contact avec d'autres entreprises et découvrir des collaborations. Nous en avons un autre aussi dans le cadre de l'achat circulaire aussi. C'est quelque chose qui sera disséminé à l'avenir. C'est aussi un sujet très important pour le secteur public parce que lorsqu'une entreprise ou lorsque le secteur public lance des adjudications, vous allez donc effectivement développer un effet de levier pour stimuler l'économie circulaire. Donc ce pacte vert, ce Green Deal, était très très important pour créer un effet de levier pour l'avenir. Pour l'instant, en fait, nous avons également quelque chose concernant l'économie circulaire en général, la construction circulaire aussi. Le secteur de la construction est très fort aussi, très puissant en Belgique aussi. Et je voudrais donc bien vous renvoyer au site Internet du département environnement parce que là, donc, en effet, il y a donc une attention particulière qui est donnée ou qui va vers ce sujet bien particulier. Maintenant, au niveau de la région wallonne et bruxelloise, pour aider les entreprises à se lancer dans des projets de circularité. Ouais, faut peut-être commencer, comme ça je rebondis sur ce que vous avez dit. Donc, voilà. Ouais, voilà. Donc en Wallonie, on a, tout comme en Flandre, une série d'outils qui vont vraiment des démarches volontaires à l'accompagnement et au financement. Donc tout comme en Flandre, finalement, on a suivi votre exemple et on a mis en place un Green Deal achat circulaire l'année passée. Et donc voilà, j'invite toutes les entreprises qui nous suivent, si elles veulent encore rejoindre le projet, c'est tout à fait possible. Et donc on a vraiment un réseau d'apprentissage qui vous permettra, comme vous l'avez dit, de travailler ensemble, d'échanger, et donc peut-être aussi d'apprendre à vous connaître et aller plus loin ensemble après le Green Deal. Et donc à côté de ça, on a aussi un réseau de référents en économie circulaire. Donc si vous ne savez pas trop comment vous lancer, n'hésitez pas à les contacter, donc soit via les agences de développement territorial ou via Logan Moret à la Soalfine, qui coordonne ces réseaux de référents. Et en fait, via ces référents, ils vont vraiment poser un diagnostic pour votre entreprise, c'est vraiment un dialogue, et vous proposer donc des pistes d'action, et aussi vous proposer finalement vers quels autres outils de la région vous pourriez solliciter. Donc par exemple, on a des chèques en économie circulaire si vous voulez faire des études de faisabilité. On a aussi des possibilités d'aide au financement avec Easy Green à la Soalfine, la SRIW avec le programme Next. Donc il y a vraiment une série d'outils déjà existants, et tous ces outils, on va finalement les renforcer via la nouvelle stratégie Wallonne en économie circulaire qui sera donc adoptée d'ici la fin de l'année. Voilà. Voilà, donc sur Bruxelles, il y a des données, il y a des chiffres, parce qu'on a maintenant 4-5 ans d'expérience. Bruxelles travaille d'une part sur des outils qui suscitent la collaboration, d'autre part des outils d'accompagnement, mesures d'accompagnement et des mesures de financement.
Alors, je vous présente quelques exemples en matière d'outils qui suscitent la collaboration. Il y a par exemple le cluster CircleMed, qui est un cluster qui a été développé par Hub Brussels, qui regroupe maintenant 48 entreprises qui sont concrètement impliquées dans l'économie circulaire, et pas seulement des startups, aussi des entreprises plus matures, et des entreprises aussi qui sont certifiées, entre autres ISO 14001, et qui étaient certifiées EMAS, mais qui ont quitté EMAS malheureusement. Et donc dans le cluster CircleMed, les entreprises sont appelées à travailler ensemble pour proposer des offres cumulées et des offres à plus forte valeur ajoutée. Elle travaille aussi avec différents acheteurs. L'une des entreprises qui s'appelle Isasio, qui est active dans la confection de vêtements issus de tissus qui étaient prêts à être jetés, donc de seconde main. Isasio a par exemple créé tous les vêtements de travail des employés de Hub. Donc une commande de 300 pour une petite entreprise de 2 personnes. C'était un challenge pour eux. Mais ils se sont associés donc, du coup, avec des entreprises de l'économie sociale pour produire en masse pour cette demande-là. Après, il y a les mesures d'accompagnement. J'ai les derniers chiffres qui ne sont pas encore publiés, mais qui le seront bientôt sur le site circulareconomy.brussels. Plus de 400 organismes ont été accompagnés ces 4 dernières années, donc des accompagnements techniques, méthodologiques et en matière de gouvernance, aussi par différents programmes proposés. Et les mesures de financement, enfin, où là, il y a du financement direct vers les entreprises, soit sur base d'appel à projet, soit sur base de financement plus structurel. Là, il y a 213 organismes qui ont reçu un financement ces 4 dernières années pour un total de 14 millions d'euros. Et l'appel à projet Bicircular a récompensé 122 entreprises. Et dans certains exemples de projets, il y a vraiment des entreprises qui se sont mises ensemble pour revoir leur business model et proposer de nouveaux services. Voilà, il y a maintenant eu 4 éditions de Bicircular. Et la prochaine proclamation des lauréats sera faite début décembre. Nous avons reçu de nouvelles questions via le chat. N'hésitez pas à nouveau à réagir en temps réel. Alors, y a-t-il un équivalent de CircleMed en Wallonie? Alors non, pas exactement. Non. Mais voilà, n'hésitez pas à le suggérer pendant la consultation publique sur la stratégie. Et donc, pourriez-vous donner un peu plus d'exemples de la circularité pour les entreprises de services qui n'ont pas beaucoup de flux matériel? Qui veut commencer? Tu peux y aller, Marcel. D'une part, en tant qu'acheteur, on peut... Nous sommes par exemple un petit bureau de consultance. On a 10 employés. Donc on avait besoin de meubles quand on a déménagé. Et on a fait bien sûr appel à Nof, qui est aussi l'un de nos clients. Donc c'était naturel d'inverser la tendance. Et donc Nof nous a équipés en mobilier. Donc voilà, c'est un petit exemple d'achat circulaire. J'ai beaucoup d'autres exemples d'entreprises bruxelloises qui peuvent proposer des solutions intéressantes d'achat circulaire comme ça. Donc même une entreprise de service qui a peu de flux peut acquérir des biens et des services de manière beaucoup plus circulaire maintenant. Et je réfléchis entre-temps à d'autres exemples, mais peut-être que mes voisins... Oui, sur les achats circulaires. Donc, à Bruxelles, il y a un bâtiment, en fait, un bâtiment qui a été ou qui a fait l'objet d'une adjudication complète circulaire. Donc, l'ensemble de l'immeuble, en fait, a été aménagé via l'économie circulaire. La rénovation, d'ailleurs, aussi, hein, donc l'intérieur et l'extérieur. Donc, aussi l'éclairage, etc. Et c'est un très bel exemple de ce qui est possible, bien entendu.
Il y a encore d'autres exemples qui vont devoir être suivis et nous l'espérons. Donc c'est dans le quartier nord de Bruxelles. Vous avez dit, je pense, les achats circulaires, c'est finalement quelque chose de facile quand on n'a pas beaucoup de flux. Et il y a tout à fait moyen de se faire aider. Si vous êtes en Wallonie, n'hésitez pas à rejoindre le Green Deal et participer donc au réseau d'apprentissage. Et on vous accompagne vraiment dans quel type d'achat vous pouvez faire et vous donner des conseils pratiques. Je pense que en Flandre, il y a toujours moyen aussi d'aller sur votre site web qui est quand même bien alimenté. Il y a aussi des communautés de pratiques qui se mettent en place, je pense, sur certaines thématiques. Donc même si vous n'avez plus votre Green Deal, il y a encore plein de choses qui se font. Je crois qu'à Bruxelles, il y a aussi moyen d'être soutenu dans cette démarche. Vous pouvez également trouver tout cela sur le site internet de Vlaanderen Circulaire. Tout se trouve là-bas et bien sûr, il y a encore un fonctionnement après le Green Deal parce que nous voulons bien entendu tirer des leçons et par la suite aussi diffuser les informations. Donc tout est disponible dans le cadre de l'achat circulaire. Ça vaut certainement la peine de visiter ce site internet. Notre site internet se concentre là-dessus aussi et nous avons plus de 40 exemples d'entreprises qui ont été soutenues par B-Circular sur notre site internet. Donc, allez-y jeter un coup d'œil, très certainement. Oui, toujours en ce qui concerne cette question, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire qui veulent miser plus sur la circularité? Comment démarrer cela? Quel est le premier pas idéal? Eh bien, je pense que je vais peut-être me répéter, mais l'information, c'est absolument indispensable. Chaque situation est différente. Il faut se laisser inspirer par d'autres personnes. Et c'est donc en consultant ce qui vit ailleurs dans le cadre de l'économie circulaire et en le juxtaposant par rapport donc à vos propres ambitions. Donc c'est ce que vous devez essayer donc de réaliser. Donc ce match, vous devez le trouver. Et donc j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a d'ailleurs aussi toute une série d'autres outils, de mécanismes, comme nous l'avons déjà cité précédemment, comme des stimulants qui sont financiers, un soutien qui est possible, qui peut donc faciliter la collaboration à partir des autorités. Et donc, je voudrais vous répéter à nouveau, démarrez, cherchez, laissez-vous inspirer et vous allez immédiatement savoir quelle doit être l'étape suivante à franchir. Une entreprise souhaitant améliorer la circularité de ressources doit-elle commencer? Quel est le first step idéal? En tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Philippe a dit. C'est d'abord de s'informer et vraiment de prendre conscience des opportunités et des avantages d'aller vers une économie circulaire pour l'entreprise. Alors, effectivement, chaque cas est différent. Et c'est pour ça que je vous invite à finalement contacter un des référents en économie circulaire de la région wallonne, vu que c'est vraiment un diagnostic qui sera fait en dialogue avec vous, sur base finalement de votre entreprise, donc de votre particularité. Et après, vous avez vraiment un suivi tout au long après de ce qu'il vous fait comme recommandation, donc il vous conseille d'autres outils. Mais après, vraiment, même si vous utilisez d'autres outils, il reste à votre disposition pour finalement voir comment ça se passe, comment ça évolue, et potentiellement refaire un autre diagnostic pour aller plus loin. Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne première étape, donc de s'informer, d'avoir envie d'agir, de comprendre pourquoi le faire, et puis finalement utiliser les outils qui sont à votre disposition pour le faire. Alors, si je peux rajouter, j'en parlais dans ma présentation tout au début, c'est cartographier vos flux de matière. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui sont déjà dans une démarche EMAS, vous le faites déjà, mais vous le faites souvent juste pour l'éco-gestion de votre bâtiment. Essayez d'aller creuser un peu plus loin sur les achats, sur la production, sur la fabrication. Et alors, sur ces flux de matière, essayez de voir qu'est-ce qui pourrait être diminué, moins impactant. Nous, on utilise encore des outils qualifiés d'anciens, tels que le bilan carbone, pour aller voir, mais quelle partie du flux de matière est finalement le plus impactant sur l'environnement. D'autres utilisent les analyses de cycle de vie. Bon, ça demande des outils beaucoup plus développés, beaucoup plus techniques, mais on peut assez rapidement identifier quels flux sont les plus importants, je veux dire, et sur base de ça, d'aller réfléchir, brainstormer en interne, mais aussi avec des partenaires, et aller s'inspirer sur les sites internet
pour voir ce qu'on pourrait changer, que ce soit sur le mobilier, comme on dit tout à l'heure, sur les déplacements, sur toute une série de choses. Très bien. Donc, chaque région dispose d'un plan, d'une stratégie régionale pour favoriser l'économie circulaire. Dans ce plan, quels sont les avantages mis en avant pour les entreprises et quels sont les points d'attention pour les entreprises? Les avantages, oui, je vais bien commencer. Les avantages, c'est clairement d'être soutenu, donc, mais de ne pas être soutenu tout seul dans son coin, donc de commencer à faire partie d'une communauté. On a, jusqu'avant la crise sanitaire, dans nos colloques, dans nos conférences, on était à plus de 450 inscrits, et dans nos ateliers thématiques, que ce soit sur la construction, sur les ressources déchets, il y avait vraiment du monde, c'était de temps en temps sold out, comme on dit, parce que l'intérêt est là, et le fait d'appartenir à une communauté vertueuse, j'en parlais aussi dans ma présentation, fait que de facto on va se mettre à innover, réfléchir à de nouvelles solutions. Donc ça, c'est un point, je crois, après 4-5 années de PREC à Bruxelles, l'aspect communautaire, l'aspect faire partie d'un tout et du coup se challenger les uns les autres et travailler ensemble est vraiment un point très fort. C'est vrai qu'en Wallonie, notre particularité, c'est que, comme j'ai dit, on n'avait pas encore de stratégie en économie circulaire. Alors après, on ne partait pas du tout d'une page blanche. Comme j'ai dit, il y a déjà plein d'outils tels que les référents, les financements et le Green Deal d'achat circulaire. Mais dans la future stratégie wallonne en économie circulaire, donc dont l'avant-projet est passé en gouvernement en juillet dernier, il y a clairement plusieurs ambitions qui ont vraiment pour volonté de finalement créer en Wallonie un écosystème dynamique et engagé dans l'économie circulaire. Et cela passera par, comme tu l'as dit Marcel, du soutien. Et donc moi je pense que les entreprises qui le souhaitent, elles pourront vraiment être soutenues, même si c'est déjà possible. Donc, ce soutien sera renforcé. On va mettre en place une série d'actions plus fortes en termes d'outils aussi, de financement et d'accompagnement. Et voilà, alors après, comme j'ai déjà dit, et j'insiste un peu, mais je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir une stratégie qui est autant que possible participative, même si c'est quelque chose qu'on a fait depuis le début, en consultant les parties prenantes, en continuant à le faire maintenant, pour le moment, sur le texte. Mais voilà, réagissez sur le texte, proposez des suggestions si vous trouvez que c'est pas suffisant, ou si c'est parfait, tant mieux, mais voilà, je pense que rien n'est jamais parfait, donc voilà. Alors si je peux rajouter un petit conseil, c'est que d'une part, il y a l'importance, en effet, que l'élaboration de la stratégie soit faite de manière participative et concertée, mais sa mise en œuvre aussi, et d'être toujours à l'écoute du retour des bénéficiaires, du retour des entreprises, dans toute la durée de mise en œuvre aussi. Ouais. En tout cas, ça c'est tout à fait prévu, mais bon, voilà, tout comme le PREC, on aura dans la stratégie circulaire Wallonia une gouvernance qui rassemblera au sein d'une plateforme toutes les parties prenantes. Il y aura vraiment donc, des remontées. C'est une stratégie qui, même s'il passe en gouvernement maintenant à la fin de l'année, rien ne sera complètement figé. On va vraiment avoir une stratégie qui sera évolutive et qui s'adaptera au fur et à mesure des années à la situation qui évolue assez vite. Donc, comme je vous le rappelle, nous sommes en live. N'hésitez pas à interagir, à poser vos questions. Je suis, donc pour rappel, également aux côtés de Caroline Dandois, qui est coordinatrice EMAS. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce qui vient d'être dit ? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est quand même l'EMAS Day, donc c'est la journée spéciale EMAS. Donc l'idée, c'est aussi vraiment de mettre en avant les réalisations des entreprises EMAS, dont la plupart sont déjà engagées sur ce chemin de l'économie circulaire. On sait que dans le cadre d'EMAS, on réalise ce fameux bilan matière, on réalise une analyse environnementale, et donc on a cette attention pour quels sont les matériaux qui rentrent dans notre entreprise, quels sont les matériaux qui en sortent. Et bien entendu, on cherche à être de facto les plus circulaires possibles. Donc tous les outils disponibles dans les différentes régions sont intéressants pour les entreprises EMAS. Et je pense qu'on a déjà vu aujourd'hui que c'est clairement un enjeu hyper important dans chacune des régions. Chacun suit finalement son chemin, mais les démarches ont un petit peu la même architecture. Donc on est dans quelque chose de participatif.
On veut un maximum favoriser les échanges entre régions, mais aussi évidemment entre entreprises. Donc c'est vraiment la coopération qui prime, parce que la circularité est très très difficile à atteindre si on reste en silo. Donc si on reste juste dans son entreprise, voilà, c'est pas là que c'est intéressant. Donc la coopération permet vraiment d'apporter pas mal de choses. Et je pense qu'on peut aussi se rendre compte que les différentes régions ont déjà bien travaillé sur ces sujets, qu'il y a beaucoup d'exemples qui existent en fait. Donc vous n'êtes pas tout seul. Les exemples, il y en a une quantité. Les exemples sont disponibles sur les sites internet des différentes régions. Donc moi je vous inviterais à vraiment aller jeter un coup d'œil à ces différents sites, voir qu'est-ce qui a été réalisé et peut-être posez vous-même vos questions à l'une ou l'autre entreprise qui vous ressemble, une entreprise de votre secteur, ou poser des questions évidemment aux interlocuteurs régionaux. Voilà, on a vu qu'il y avait des facilitateurs qui sont disponibles. Les services existent en fait, et donc on a envie de dire tout est là pour que les entreprises, les organisations fassent ce pas vers une économie plus circulaire. En tout cas, c'est ce que les régions souhaitent vous offrir. Voilà. Merci. On a une réaction. Donc l'économie circulaire est bien entendu applicable pour le secteur du service dans les choix qu'elle fait au niveau de ses consommables, véhicules de société, matériel informatique, mode de transport. Choix qui auront des conséquences sur la fin de vie, PC, imprimante réutilisée. Petite réaction par rapport à ce commentaire? Vous, moi? Pas obligé. Je reprendrai deux exemples d'entreprises qui ont été financées par BI Circular, donc par l'appel à projet. Je peux faire un peu de pub quand même, oui, parce que c'est des lauréats officiels. Donc il y a la e-clinique, c'est une entreprise de réparation d'ordinateurs, et en particulier de marque Apple. Et il y a Mr Genius, qui s'occupe plutôt de PC. Et donc, ils proposent à toute une série de clients d'entreprises de services de remettre à jour leur vieux PC, leur vieux Mac. Nos ordinateurs, chez nous, en tout cas nos Mac, ils datent de 2011 et ils ont été remis à jour, donc remplacés. Et donc, ce sont des cas très concrets. Et je n'ai pas leurs derniers chiffres sur l'impact environnemental qu'ils ont comme ça, par leur travail, pu éviter, mais c'est assez impressionnant. Un petit exemple. On se rend compte vraiment que tout ce qui est économie de la fonctionnalité, c'est quand même en train de faire un boom, et on se dirige quand même de plus en plus vers ce genre de solutions. Oui, mais il faut faire attention au boom, et comme tu le disais chez Derbigum aussi, à ce que l'économie de la fonctionnalité ne cache pas d'autres coûts environnementaux. J'ai récemment vu une nouvelle solution qui permet de partager des voitures de société entre plusieurs employés, donc une voiture, en remplaçant la clé par une application. Et donc là, ça devient intéressant. On reste un peu dépendant de la voiture de société, mais quand même, on en a une pour maintenant 8 ou 10 personnes, quoi. Par contre, vous connaissez l'impact environnemental des vélos électriques, trottinettes électriques, qui ont une durée de vie très très courte quand elles sont mises en location, entre autres à Bruxelles, c'est sidérant. Donc là, il vaut mieux être propriétaire de son vélo électrique et l'utiliser sur une durée de 3, 4, 5 ans, plutôt que l'utiliser pendant 3 mois. Ouais, mais ça rappelle aussi quelque chose, que quand on parle d'économie de la fonctionnalité, et surtout quand c'est partagé avec tout le monde, c'est vraiment hyper important d'être respectueux dans la manière dont on utilise les équipements. Donc, parce que c'est ça le problème aussi. Des trottinettes et des vélos, quoi.
Nous avons également fait un certain nombre d'enquêtes et de recherches au niveau donc de Vito, et nous savons que nous essayons de prolonger la durée de vie, bien sûr, de tout ce que nous vendons. Nous voulons donc en effet avoir des appareils que nous pouvons réparer par la suite, et donc ça peut éviter un impact écologique. Ensuite, vous avez iFixit, ça c'est donc un acteur international qui a développé des manuels. Et il les fait développer aussi pour utiliser soi-même et réparer soi-même des appareils économiques. Fairphone, par exemple, aussi, c'est quelque chose qui est aussi important, moi aussi. Donc, j'ai donc complètement décomposé mon appareil. J'ai pu le recomposer par la suite, bien heureusement. Mais donc, voilà, c'est ce genre d'entreprise qui peut faire donc un certain nombre de choses, qui peut donc réparer des iPhones, d'autres appareils qui ne fonctionnent plus comme il faut. Et donc, vous pouvez les mettre à jour, vous pouvez les réparer ou les faire réparer par cette entreprise. D'entretien et d'augmentation de la durée de vie d'ordinateur, si un grand acteur comme l'ensemble des administrations régionales bruxelloises ou wallonnes ou flamandes créaient une cellule d'entretien et de réparation en interne, tous leurs ordinateurs pourraient être mis à niveau et la durée de vie pourrait vraiment être étendue. Ouais, même pas en interne, mais en tout cas prévoir dans le cadre de leur marché d'avoir l'entretien et la réparation des appareils. Donc faire des marchés non plus seulement pour l'achat de biens, mais uniquement pour l'entretien, la réparation et presque la fin de vie de qu'est-ce qui va être fait avec ces biens-là. Donc c'est vraiment la prise en compte du cycle de vie aussi, qui est un des piliers, on va dire, du règlement EMAS. Moi, j'avais peut-être encore une dernière question. Donc on se rend compte que dans tout ce qui a trait à l'économie circulaire, il y a de la place pour l'innovation, il y a de la place pour la créativité, clairement, puisqu'on développe des nouvelles manières de faire. Bon, finalement, c'est ce que les entreprises ont toujours fait, hein, donc on continue là-dessus. Mais comment est-ce qu'on peut stimuler encore d'autant plus cette créativité? Est-ce que vous avez des idées? Comment faire émerger encore des business models encore plus innovants, plus créatifs? Ik val opnieuw in herhaling, maar ik hoop dat dan het punt duidelijk is. Mais je pense qu'à ce moment-là, le point sera plus clair. Je pense qu'il est important de rassembler des entrepreneurs, les laisser accompagner avec un certain nombre d'aptitudes, de capacités aussi, de changer certaines choses aussi au sein de notre société. De cette façon-là, ce n'est qu'en sortant et en regardant qui s'occupe de quoi et de faire preuve d'ouverture d'esprit, aussi au niveau des ambitions, que l'on pourra développer une collaboration. Je pense que c'est l'élément le plus important. Et puis, d'autre part, je pense que pour faciliter cette offre, il y a un soutien qui peut être présenté. Et donc, il y a un nouveau programme aussi pour soutenir les entrepreneurs dans cette recherche. Il y a un coaching de groupe qui est prévu. Il y a des masterclasses aussi. Tout cela sera publié très bientôt. Donc, regardez surtout le bulletin d'information de Vlaanderen Circulaire et vous allez très certainement en entendre parler. Et donc, nous allons très certainement contribuer à cela. C'est encore une dernière astuce que je voulais vous donner. À Bruxelles, il y a différents outils d'accompagnement aussi. Il y a le Green Lab, il y a CircleMed, dont on en a parlé déjà, qui permettent donc de susciter la créativité et l'innovation. Il y a Innoviris, qui est l'institution en charge de la recherche et de l'innovation, qui est partenaire aussi du PREC, qui a lancé pas mal d'appels à projets, la transversaux avec les universités aussi. On a un programme d'accompagnement aussi pour les business models plus innovants et circulaires, mais aussi résilients, qui s'appelle Resilient Coaching. Et alors, on a différents outils. Il y a aussi le MAD, le Modern Design Brussels, qui est vraiment un lab créatif de la mode et du design qui permet de tester toute une série de formules et de choses très créatives dans l'upcycling, par exemple de bâches,
pour les transformer en transat, etc. Le défi, là, c'est de pouvoir trouver des débouchés aussi à la fin, parce que c'est chouette de tester, d'avoir des formules très innovantes, mais si personne n'achète, voilà, ça ne sera pas soutenu de manière économique sur le long terme, quoi. Ouais, le Wallonie, on a aussi des aides à l'innovation. Et comme Marcel, tu viens de le lire, il faut que les entreprises innovent, mais il faut après qu'il y ait une demande qui suive. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on essaie de faire avec le Green Dash circulaire, c'est de finalement stimuler une demande qui n'est pas la demande habituelle et de soutenir l'innovation. Je pense vraiment, comme tu le dis, il faut avoir les deux, l'offre et la demande. Voilà. Et il y a pas mal de choses aussi. Je pense qu'il faut aussi essayer d'innover, d'appliquer. Et parfois, vous allez rencontrer des barrières juridiques. Et quand c'est le cas, de ne pas hésiter à les relayer aux administrations régionales qui vont après pouvoir voir ce qui est possible de faire pour vous aider à avancer dans votre solution. Encore très brièvement, donc effectivement, donc la création de nouvelles idées, c'est quelque chose qu'on peut soutenir. On peut faire appel à Circle Aid et c'est donc effectivement un réseau avec des experts qui peuvent vous donner toute une série d'informations. Donc, si vous n'avez pas vous-même les capacités ou les aptitudes de le faire, vous pouvez donc faire appel à d'autres outils aussi. Vous pouvez donc très certainement avoir recours à cela. On a reçu une nouvelle réaction de Fabien. Merci Fabien pour votre participation. Encore trop peu pris en compte et pourtant l'aspect IT est très présent dans le secteur du service, matériel et logiciel utilisé. L'IT a un impact considérable au niveau environnemental, parfois souvent le plus important dans le secteur tertiaire. Que voulez-vous répondre à cette réaction de Fabien ? Je ne sais pas si c'est tellement peu pris en compte. Je pense que ça dépend de chaque entreprise ou de chaque acteur. Alors c'est vrai que on l'a un peu déjà abordé, tout ce qui est IT, appareil informatique, il faut y penser. Il faut penser à que ce soit réparable. Donc dès l'amont, finalement, quand vous achetez un appareil, réfléchissez est-ce qu'il va être de bonne qualité, est-ce qu'il va être réparable, à l'entretenir, à l'utiliser de manière correcte pour vraiment prolonger sa durée de vie autant que possible. Après, avec ce genre d'appareil, quand c'est des marques internationales, il y a aussi une limitation à ce qu'en tant qu'un acheteur individuel, on peut faire. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi des initiatives internationales qui sont en train de se mettre en place pour influencer ensemble, finalement, un secteur qui est effectivement impactant. Voilà. Une nouvelle question qui nous arrive. Donc, existe-t-il un programme d'aide à l'implémentation d'une économie circulaire pour le service public ? De Wallonie, je pense que ça oui, déjà, il y a plusieurs choses. Alors, si c'est pour dans les marchés directement, j'imagine que c'est par rapport à ça la question. Il y a un helpdesk, achat public responsable, que vous pouvez contacter, qui existe depuis que vous soyez dans le service public de Wallonie, donc administration régionale ou un pouvoir locaux. N'hésitez pas à nous envoyer donc, par mail la question. Donc l'adresse est marchépublic.responsable@spe.wallonie. Donc toute question, que ce soit en amont de votre marché, au moment de l'attribution, au moment de l'exécution, donc pas des questions, enfin ça peut être des questions juridiques, mais qu'en lien avec les achats publics durables ou circulaires. Et voilà, on fait tout ce qu'on peut pour vous aider. On est en train d'améliorer ce helpdesk, et puis je vous incite aussi à rejoindre le Green Deal, parce que là vous avez vraiment des ateliers sur différentes thématiques qui sont organisées. Pour le moment, c'est plus des webinaires à cause du Covid, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir, on l'espère, reprendre dès que possible en présentiel, d'avoir aussi des sous-groupes thématiques et donc d'avancer ensemble, de rencontrer des entreprises que vous ne connaissiez peut-être pas, qui offrent des solutions circulaires. Donc oui, même pour les services publics, il y a pas mal de solutions. Voilà. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter. Si vous travaillez au SPE, vous pouvez facilement m'envoyer un mail. Très bien. Donc, si nous n'avons pas d'autres réactions ou questions ou d'autres remarques, je vous invite à clôturer ici cette première session. Donc, merci déjà à vous de vous être prêtés au jeu des questions-réponses. Merci à vous, derrière votre écran, pour votre participation. Si vous avez posé des questions, que vous avez encore des questions qui vous viennent par la suite, qui n'ont pas été abordées, n'hésitez pas à visiter le site internet EMAS du SPW où seront publiées les vidéos des webinaires et des informations complémentaires. Bien sûr, pour toute question concernant EMAS, n'hésitez pas à contacter votre organisme compétent. Donc Caroline Dandois, ici, à mes côtés au SPW, Jean-François Doat à Bruxelles Environnement et Anne Van Riet pour le Vlaanderen Omgeving. Merci à tous et rendez-vous peut-être au prochain webinaire, à 11h45 pour la mobilité et à 13h45 pour la biodiversité.